Bienvenue dans le 3e épisode de notre série Labo Zoom. Je suis Simon Rigaudot, le toujours chef d'orchestre et directeur du Labo Opéra d'Alsace. Tous les vendredis soirs, depuis le 12 juin dernier et jusqu'au 17 juillet prochain, à 19h en direct sur l'application Google Meet et en présence des abonnés qui le souhaitent, je reçois et je recevrai des duos d'artistes participant à notre aventure de la vie parisienne de Jacques Offenbach. Ensemble, nous discutons pour les découvrir leur métier et leur rôle dans cette aventure. Nous publierons le lien pour vous connecter environ 10 minutes avant le début de chaque rencontre et dès que possible, nous partagerons la vidéo réalisée sur la page Facebook du Labo Opéra d'Alsace pour ceux qui n'auront pas pu nous rejoindre. D'ores et déjà, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions dans les commentaires sous cette vidéo pour les prochains invités et nous y répondrons au fil de l'émission ou en fin de rencontre. N'hésitez pas. Pour ceux qui sont avec nous d'ores et déjà, il y a un chat sur le côté qui vous permet de poser vos questions. Les problèmes techniques sont de moins en moins présents, numéro après numéro, et tant mieux. Nous espérons qu'il en sera de même ce soir. Ces problèmes techniques ne semblent pas rédhibitoires car vous êtes de plus en plus nombreux à assister en direct à nos rendez-vous et à nous regarder en replay plus de 600 fois pour l'instant pour chacune des 2 premières vidéos. Donc merci à vous. Pour la 3e fois, je vous présente le Labo Opéra d'Alsace dont la notoriété s'est diffusée au-delà des frontières du Haut-Rhin. Et d'ailleurs, un certain nombre de nos spectateurs viennent d'aussi loin que la Loire-Atlantique, par exemple. Le Labo Opéra d'Alsace, c'est une association composée de bénévoles investis qui propose un opéra coopératif par an. Le parti pris de cette organisation est d'impliquer, fédérer des jeunes d'établissements d'enseignement technique, professionnel, technologique, général, et supérieur de toute l'Alsace dans la conception et la réalisation de tout ce qui est nécessaire pour monter un spectacle d'opéra. Décors, coiffure, costumes, maquillage, accueil, communication, etc. Depuis 2018 et la Traviata de Verdi, 1350 jeunes lycéens, étudiants et leurs enseignants ont participé à l'aventure. Après l'opéra de Verdi et la flûte enchantée l'année dernière, nos spectacles du printemps 2021 qui devaient avoir lieu au printemps 2020, sont consacrés à la vie parisienne, opéra fantasy de Offenbach. Après les 2 hommes du premier épisode, les 2 jeunes femmes du 2e, cette semaine, je reçois le premier couple mixte de cette série. Vous ne les verrez pas sur scène, mais ils ont chacun une importance primordiale. Vous allez rencontrer ce soir notre metteuse en scène, Claire Manjarès, et notre chef de chant, Pierre-Luc Landais. Bonsoir Claire et bonsoir Pierre-Luc. Bonsoir. Bonsoir. Alors Pierre-Luc, tu joues la star carrément avec tes lunettes de soleil. Alors je suis ravi de vous recevoir pour ce 3e rendez-vous. On va commencer par vous présenter chacun sous la forme d'un petit questionnaire. Et si tu le veux bien, Claire, on va commencer par notre demoiselle du soir. Alors, ton nom de famille? Manjarès, Claire. Voilà, le prénom a été dit. Où es-tu née? À Villeneuve-Saint-Georges, pour les grands détails, dans le 94. Alors, dans le 94, pour les champions en géographie. Val-de-Marne. Tu n'es pas du tout obligé, mais si tu veux, tu peux nous indiquer ton âge. Je peux encore, j'ai 30 ans. Je pense qu'à partir de là, ça y est, j'ai mûri mon année de 30 ans maintenant. Après, on va voir si je la dirai. C'est pas la peine de crâner et de nous éclabousser de ta jeunesse. Non, je peux encore dire que j'ai 30 ans, après on verra. J'arrête de compter à partir de là. Alors, le rôle que tu tiens dans la vie parisienne, quel est-il? Donc, je suis la metteur en scène. Voilà, on expliquera plus tard ce que metteur en scène veut dire et encore plus ce que ça veut dire au Labo Opéra d'Alsace puisque ça ne ressemble à nul autre poste de metteur en scène ailleurs. Est-ce que tu as un signe particulier? J'ai un grain de beauté dans le cou. On te croit sur parole. Merci Claire. À toi Pierre-Luc, ton nom de famille? Landais. Tu es né où?
Alors, Saint-Martin-d'Air, à côté de Grenoble. Ah bah donc pas très loin de notre maman Fabrique Opéra Grenoble. Tout à fait. Quel âge as-tu? Écoute, 35. 35, sans aucun doute. Voilà, aucun. Quel est ton rôle dans la vie parisienne? Je suis chef de chant. Alors on expliquera également ce que ça signifie un peu plus tard. Et est-ce que tu as un signe particulier? Oh, j'ai mes lunettes de soleil, d'ailleurs les lunettes de vue vont arriver là. Et j'ai juste une espèce de cicatrice au menton, mais voilà, c'est tout. D'accord. Donc ça permet de faire craquer toutes les chanteuses. Voilà, ça. Cette cicatrice de mauvais garçon. C'est ça. Alors, donc on va effectivement bien expliquer un petit peu ce que sont ces deux métiers, puisque chanteur, je pense que tout le monde se représente ce que c'est. Mais commençons par le métier de metteur en scène. Voilà un métier bien nébuleux. Les chanteurs et les comédiens sont-ils vraiment incapables de se déplacer tout seuls sur scène? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste donc ton métier et aussi ce qui t'a conduite à l'exercer? Donc je dirais, pour répondre à ta question sur est-ce que les chanteurs ont-ils besoin de quelqu'un pour les mettre en scène, est-ce qu'ils peuvent pas se débrouiller tout seuls? Évidemment qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls dans plein de situations, mais dans la situation où nous voulons créer ensemble un projet d'opéra, un spectacle, alors il est quand même nettement plus utile d'avoir un metteur en scène pour plusieurs raisons. La première, c'est le metteur en scène qui va pouvoir proposer un univers, une esthétique qui va fédérer tout le monde et de façon à obtenir une harmonie au plateau. Il va y veiller tant sur les costumes que sur les décors que sur la direction d'acteurs. Ensuite, et ainsi que toute l'équipe technique, c'est lui qui va pouvoir s'entourer d'une équipe qui va y veiller. L'autre particularité, l'autre chose assez utile quand on est metteur en scène par rapport à quand on est chanteur sur scène, c'est que le metteur en scène est dans la salle et donc il a du recul et donc il peut aiguiller, orienter, voir mieux si les choses sont justes ou pas, s'il faut changer dans la direction d'acteur ou changer dans la mise en espace. En tout cas, ça, on ne peut pas le faire quand on est chanteur sur scène sans être guidé. Ensuite, c'est un autre moyen de pouvoir échanger sur l'œuvre, le point de vue, échanger sur le parti pris qu'on souhaite faire, qu'on souhaite donner. Donc voilà mon métier de metteur en scène tel que je le vois. Alors, qu'est-ce que tu as pris? Pourquoi ce métier-là? Pourquoi ce métier-là? Parce que c'est la plus belle chance de pouvoir exprimer sa créativité. Alors, je ne suis pas sur scène, mais j'ai la chance d'avoir beaucoup de personnes selon les projets disposées à essayer de mettre tous ensemble en place une idée qui vient en fait beaucoup d'abord de ma tête et ensuite des échanges avec tous les artistes. Et donc c'est une grande chance d'exprimer, voilà, de laisser libre cours à sa créativité et d'avoir en fait un rendu en 3D de ce qu'il y a dans sa tête et avoir un rendu en 3D, en vivant, en sensation. Donc ça, c'est une chance géniale et c'est pourquoi j'adore ce métier. Donc à l'opéra, il y a un nombre très important de chefs. Il y a le chef de chœur, il y a le chef plateau, le chef éclairagiste, chef costumier, chef d'orchestre évidemment. Mais toi, Pierre-Luc, tu es chef de chant. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Eh ben, alors, le chef de chant, on va dire que c'est un peu le couteau suisse dans l'opéra, musicalement, parce que on est bien sûr pianiste et on va être amené à travailler avec les chanteurs selon les instructions du chef d'orchestre, avec le chef ou sans le chef. On va être amené à travailler en lien bien sûr avec la metteur en scène quand la metteur en scène
fabrique justement monte la scène. On travaille avec les choristes, pareil, avec ou sans le chef de chœur. On est un peu le lien entre tous ces autres chefs, comme tu disais. Et ça demande une grande diplomatie des fois, selon les circonstances. Mais c'est très gratifiant finalement à la fin parce qu'on prend une belle part dans le travail et de voir le travail fini à la fin, c'est toujours très agréable à voir. Et on y participe vraiment activement. Donc, Alors, est-ce qu'il faut nécessairement être un grand pianiste pour être chef de chant et quelles compétences doivent être présentes? Alors, grand pianiste, oui, dans le sens où on ne nous demande pas d'être Richter, voilà. Mais il faut quand même bien se débrouiller vraiment au niveau des... Voilà, il faut savoir tricoter au piano. Parce que tout simplement, si on me dit, par exemple, demain on m'appelle, on me dit, dans 10 jours, on fait le Chevalier à la Rose, je sais pas moi, à Strasbourg. Donc, le grand opéra de Richard Strauss. Voilà. Et puis après, le gros travail en fait, c'est d'adapter à chaque fois, selon qui on accompagne, la partition, les lunettes, selon ce qui on a en face et selon la partition en fait, parce que c'est des partitions qui sont écrites pour orchestre et non pas pour piano à la base comme pourrait être un Chopin ou un Liszt. Donc d'un côté c'est pratique parce qu'on est libre de l'adapter à chaque fois, mais du coup il faut savoir ce qu'on garde, ce qu'on enlève, ce qu'on peut rajouter, voilà. Et donc c'est pour ce qui peut aider aussi les chanteurs. Qu'est-ce qu'on ajoute pour aider le chanteur? Est-ce qu'on garde telle ligne de hautbois? Est-ce qu'on enlève un violon? Voilà. Donc, il faut aussi être capable à certains moments d'aider le chanteur en lui donnant des indications. Et donc toi, en tant que chef de chant, tu dois avoir aussi une certaine connaissance des voix pour les aider à respirer, mais aussi sans doute être capable de parler un certain nombre de langues, en tout cas au moins de les prononcer. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que, en fait, il faut savoir s'effacer à certains endroits pour mieux revenir à d'autres. Et au niveau, c'est ce qu'on nous apprenait à la Scala, par exemple, quand on travaillait avec, j'ai eu la chance de travailler avec Lafreni, Mireille Lafreni, qui nous a quittés pendant le confinement, pendant notre confinement là. Et effectivement, après, la prononciation des langues, donc les trois principales c'est l'allemand, l'italien et le français. Donc selon la distance, selon la salle, selon bien sûr, voilà, mais tout ce qui est prononciation, c'est effectivement aussi une grosse part du travail. Donc on parle évidemment de la Scala de Milan, pour les gens qui ne connaissent pas forcément tout ça. Alors, on se doute que pour devenir chef de chant, il faut avoir suivi des études de pianiste, au moins. Mais pour devenir metteur en scène, on apprend comment? Alors, bonne question, parce que je ne voulais pas devenir metteur en scène au début. Sinon, je m'y serais probablement prise autrement. Mais cependant, je pense que mon parcours, je suis très contente de mon parcours comme ça. De mon côté, je travaillais d'abord le chant d'opéra et c'était un petit job d'à côté d'être assistante à la mise en scène. C'est tombé comme ça. Je faisais de la production d'opéra, de la régie plateau. Je faisais des stages à côté de mon parcours de musicienne, juste pour avoir un pied dans le concret, me rendre compte ce que c'était que le métier de chanteur. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à me former un peu, à former mon œil, former mon exigence artistique et à me rendre compte qu'en fait, chanter ne me suffisait plus et que j'avais envie de faire plus. Et donc, de mon côté, ça s'est fait par hasard et avec des stages
dans divers domaines et ensuite en assistant des super metteurs en scène dans des petites ou grandes maisons de Jean-Romain Vesperini, Bérangère Janel, Klaus Guth ou Barekowski en stage. Voilà, maintenant j'ai la chance de pouvoir continuer de me former auprès de metteurs en scène directement. Je n'ai pas fait d'école de théâtre, je n'ai pas fait le conservatoire supérieur de théâtre. Voilà. Cependant, je continue de faire aussi des formations, par exemple la formation de Royaumont. Voilà, quand l'occasion se présente, quand j'ai cette opportunité, je continue de me former parce qu'on en a toujours besoin, en tout cas pour ouvrir encore un autre point de vue sur l'art. Bah comme j'ai demandé à Pierre-Luc, est-ce qu'il faut être un grand pianiste pour être chef de chant? Est-ce qu'il faut être nécessairement un grand chanteur ou comédien pour être metteur en scène? Alors là, vraiment, je crois pas, parce que j'ai même assisté des metteurs en scène qui ne savaient pas lire la musique pour mettre en scène l'opéra. Donc voilà, et je pense que je ne sais pas si tous les metteurs en scène ont déjà fait du théâtre. Moi, c'est mon cas. J'ai la chance d'avoir fait du théâtre, du chant, de la danse. Donc, en ce qui me concerne, j'ai vraiment le plaisir d'avoir pratiqué un peu tous les arts que j'aime, en tout cas. Et donc, je ne pense pas qu'il faille être excellent, en tout cas pas un excellent chanteur. Moi, je suis contente d'avoir appris le chant d'opéra pour savoir ce que je peux demander ou pas à un artiste, savoir quand est-ce qu'il risque d'être en difficulté ou pas, ou au contraire. Si tu peux faire le poirier à la reine de la nuit pendant qu'elle balance ses aigus. En l'occurrence, il y en a quand même certaines qui y arrivent. Hein. Si vous venez voir le spectacle, vous saurez. Mais en tout cas, vous saurez qui. Non, mais en tout cas, c'est sûr que c'est une grande aide, notamment sur le respect du rythme, en fait. Parce que le chanteur, c'est pas seulement une voix, c'est beaucoup... c'est un énorme paquet d'émotions aussi, et de gestion de stress, de rythme. Et donc, le fait d'être passé par là à ma petite échelle et puis d'accompagner dans ma vie un chanteur d'opéra, j'ai cette chance-là de pouvoir savoir m'adapter. Je parle le chanteur, comme on pourrait dire. Et tout à l'heure, Pierre-Luc, tu parlais de diplomatie. Donc, je viens d'entendre de manière un peu masquée ça aussi chez Claire. Mais cette diplomatie, elle s'exprime comment chez toi? Et c'est quoi travailler avec un chanteur? Parce que c'est quand même des fois des bêtes un peu bizarres. Je le ressens pas comme ça. Mais non, mais là, je suis en train de parler de mon expérience. Mais en fait, plus on les aime et plus on les trouve bizarres, mais c'est sans doute pour ça qu'on les aime. Mais alors, du coup, ta question, c'est comment on fait pour travailler avec un chanteur, c'est ça? Du coup, pour Pierre-Luc, qu'est-ce que c'est quel genre de relation on tisse Déjà, premièrement, de la mise en confiance, parce que il peut arriver. Est-ce que Pierre-Luc m'entend? Tu m'entends? Ça peut arriver que. Est-ce que tu m'entends, Pierre-Luc? Simon, c'est toi qui as une mauvaise connexion. On te voit pas, mais on t'entend. Voilà, ça arrive que. Tu dois être en train de répondre à la question. Alors, continue. Voilà, ça arrive que sur une production, il arrive un chef qui est pas du tout. Le metteur en scène et le chef ne se sont jamais vus, et une vision complètement opposée des choses. Je caricature à mort, mais ça peut arriver que le metteur en scène dise voilà, on va voir, vous allez bouger de là à là, et le chef d'orchestre va mettre son grain de sel dans la mise en scène, et le metteur en scène va mettre son grain de sel musicalement jusqu'à un point où pas presque de non-retour, mais où ça va faire des frictions sur le plateau. Et les chanteurs vont se retrouver au milieu et vont un peu subir ces tensions-là, autant de la part de l'un que de l'autre. Et donc, du coup, en tant que pianiste, quand je me retrouve avec les chanteurs à travailler selon effectivement les directives musicales,
tu vas pas commencer à leur rentrer je ne vais pas commencer à leur rentrer dans l'art en disant ah, mais tu fais attention, là c'est marqué comme ça. Non, on aplanit les choses, on les met en confiance et après bien sûr qu'on va travailler dans le sens qui est demandé, mais on les met d'abord en confiance. Et souvent c'est quand même de là que je pars parce que après il faut avoir de mon côté, il faut que la relation passe très bien avec le chef pour que ça puisse être aussi viable sur les 3 semaines ou le mois de prod. Parce que si c'est pareil de mon côté, si je commence à dire mais attendez, là, ce bateau, c'est pas du tout cohérent avec ce que j'ai pas dans Rigolette, c'est pas du tout cohérent avec ce qui est écrit là, c'est bon, c'est pas la peine, quoi. Même si je suis pas d'accord, j'applique, c'est tout. Donc, voilà, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis la diplomatie, il faut vraiment mettre du sien. Après, il y a des chefs d'orchestre, à commencer par celui qui nous dirigeait, je sais plus comment il s'appelle, là, pour la vie parisienne en mars, là, on l'a pas assez vu, c'était une crème, voilà, il y avait absolument aucun problème et c'était super. Mais c'est pas à chaque fois que ça se passe comme ça. Donc, c'est vrai que... Tu es un trait d'union, une cheville ouvrière, tu mets de l'huile dans les rouages. Exactement. Alors... Et les chanteurs attendent ça, souvent. Les chanteurs attendent souvent ça. Parce que si tu rajoutes de l'huile sur le feu, ça fait vraiment une prod où tout le monde se tire dans les pattes. Et voilà. D'accord. Alors maintenant, si on en vient à votre présence dans l'aventure du Lab Opéra, oui. Pierre-Luc, qu'est-ce qui te marque, qu'est-ce qui te touche dans cette aventure Lab Opéra d'Alsace? Alors, ce que j'ai beaucoup aimé et ce que j'aime beaucoup dans ce projet, puisqu'il va continuer, c'est d'une part le mélange amateur-professionnel et entre le chœur et l'orchestre. Même si au mois de mars, j'ai plus côtoyé le chœur que l'orchestre, mais il y a vraiment une implication et une motivation de toutes de ce chœur et de cet orchestre qui sont vraiment très importantes, qu'on ne voit des fois même pas chez certains professionnels. Donc vraiment, c'est très agréable d'avoir travaillé avec eux parce que ils sont très réceptifs. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est c'est ce que tu m'avais expliqué, c'est le principe même du lab, c'est de faire participer les lycéens sur tout ce qui est extérieur à la scène. À la scène, quoi, tout ce qui, extérieur à la scène, extérieur musical. Ouais. C'est-à-dire, voilà, ils vont faire les décors, ils vont faire les costumes. Tout ça, je trouve ça génial. C'est vraiment les impliquer au maximum sur un projet qui vont pouvoir venir. C'est vraiment en dur, quoi. C'est pas, on vous fait ça, puis peut-être que, voilà. Bon, non, c'est plus que déjà quand il y a le projet lycée à l'opéra, c'est bien parce qu'on amène les lycéens à l'opéra, mais là, non seulement vous les amenez, mais vous les impliquez et ils font partie du projet. Exactement. Alors, quand ils viennent, et s'ils viennent avec leurs parents, tiens, tu vois maman, là, la robe de Gabriel, c'est moi qui l'ai faite. Ouais, tu vois là, le monsieur, le maquillage comme il est. Eh ben, c'était nous. Tu vois, c'est vraiment une super. Ça, je trouve génial. Alors, Claire, toi, tu vois la chose d'encore plus près et depuis un peu plus longtemps que Pierre-Luc, puisque au moins plusieurs mois, voire aujourd'hui sans doute presque une année. Qu'est-ce que tu retiens pour le moment? Évidemment, les spectacles auront lieu au printemps prochain. Qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que Metteur en scène a de particulier au Lab Opéra d'Alsace? Alors, ce que le metteur en scène a de particulier au Lab Opéra d'Alsace, c'est qu'il doit prendre le rôle aussi un peu de chef costumier en plus du metteur en scène, parce qu'il faut coordonner les lycées et les lycéens.
Donc ça, c'est une tâche qui n'est pas forcément facile, mais en même temps, ça a été une tâche très, très enrichissante aussi. Voilà, ça m'a fait changer mon point de vue sur des propositions artistiques que j'avais initialement et que certains élèves ont détourné et ont augmenté comme proposition artistique. Ça peut passer inaperçu, mais c'est hyper important ce que tu dis, puisque à partir du moment où les lycéens sont à la création et à la réalisation, eh bien, il faut que chacun d'entre nous reste suffisamment ouvert pour leur laisser cet espace de créativité, pour qu'ils se saisissent de ce qu'on leur propose, plutôt qu'ils ne se considèrent comme des petites mains à bas coût. Par exemple, vous pourrez voir quand vous verrez le spectacle, le costume de Gabriel en gantière a été complètement changé de ce que je percevais initialement, et sa proposition artistique a même amené une situation de mise en scène. Donc ça, c'est quand même vraiment formidable, parce que dans ce cas-là, on est dans la même relation que quand on travaille avec une équipe artistique habituelle dans d'autres circonstances, où c'est un échange qui fait avancer la création. Donc ça, c'est vraiment, vraiment hyper gratifiant de voir toute la créativité et l'investissement de la majorité des élèves. Et c'est assez touchant aussi d'ailleurs de voir déjà la sensibilité artistique. Et voilà, ça m'a permis aussi de me reconnecter avec des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Ensuite, la première question que tu avais dit, c'était... Ah oui, l'autre chose particulière avec le Lab Opéra d'Alsace, voilà. C'est le travail avec les artistes du chœur. Alors, la grande chance qu'on a, c'est qu'on peut travailler en amont plusieurs fois, et pas seulement comme habituellement le premier jour des répétitions, on travaille autant avec les solistes que à la fin arrive le chœur, comme souvent on n'a pas assez de temps pour travailler avec les artistes du chœur, et souvent c'est pas aussi abouti que ce qu'on pourrait souhaiter, sauf dans les maisons où on a vraiment la chance d'avoir de nombreux services de répétition. Donc dans cette situation, j'ai trouvé que c'était vraiment formidable de pouvoir se voir tous les mois. En plus, on a vraiment lié des contacts plus personnels, en étant hébergé chez l'habitant, on est un peu obligé de connaître tout le monde de façon instinctive finalement, et ça se passe vraiment dans une ambiance très conviviale et très bienveillante. Alors, à partir du moment où l'ambiance est vraiment comme ça, peu importe la difficulté économique, sanitaire, j'en passe. Dans ce cas-là, tout est faisable. Enfin, j'ajouterais que l'équipe de solistes, c'est aussi une grande chance de pouvoir travailler avec eux, parce que, pareil, on n'est pas avec des artistes qui pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Il y a une réelle solidarité, il y a une réelle envie de progresser, et en fait cette envie, elle est de travailler ensemble, et cette envie, je l'ai ressentie autant avec les solistes qu'avec les artistes du chœur. Et par exemple, les artistes, entre le premier jour du mois de septembre et les derniers jours de répétition, dans les artistes du chœur, on n'avait pas du tout la même qualité de proposition artistique, et donc ça, c'est très très gratifiant en tant que metteur en scène de voir l'évolution d'un projet. On pourrait se dire on va travailler avec des amateurs, oh là là, le spectacle il va pas être, et en fait pas du tout. Il y a un tel investissement que le projet est porté. En fait, le temps, l'investissement et le mélange amateur et professionnel, c'est ça qui fait des chocs à pic. Même s'il y a un virus qui traîne, et on sait que le Lab Opéra a payé son tribut, oui. On se donne à fond, et les spectacles du printemps prochain n'auront évidemment pas pâti de cette affaire. Alors, comme avec les hommes la semaine dernière, plutôt les femmes, puisque c'était 2 femmes,
la semaine dernière. Pour vous connaître un peu différemment, on va passer à un questionnaire en forme de portrait chinois. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'en savoir un peu plus sur vous, mais par le biais d'un questionnaire du genre si tu étais tel type de chose, laquelle tu comme le questionnaire rendu célèbre par Proust. Alors, je vous laisse répondre à tour de rôle en commençant par Claire. Ok ? Ok. Si vous étiez un moment de la journée. Le matin, parce que c'est le moment que je préfère. Je suis toute seule, je fais ce que je veux. Et c'est mon petit moment à moi. Eh ben, écoute, moi pareil, mais parce que j'aime bien, surtout en ce moment là, quand il fait ici sur là Montélimar-Avignon, il commence à faire très très chaud et là en ce moment l'été, j'aime bien. C'est le moment où il fait bon quoi. Tu ouvres, tu vas sur le balcon, il fait bon, tu peux même prendre le petit déj. Enfin c'est super. Alors, vous êtes deux bavards, on essaye de faire du tac au tac. Ok, ça roule. Histoire que dynamise la chose. Si vous étiez une pièce de la maison. Ma terrasse. Le balcon. Si vous étiez un objet du quotidien. Mon agenda. Téléphone. Donc téléphone, pour les gens qui ne parlent pas le raccourci. Si vous étiez un jeu vidéo. Probablement Candy Crush. Bof. Parce que ça explose. J'ai aucune connaissance là-dedans, on va dire solitaire. Si vous étiez un livre. La Dame aux Camélias. Un polar. Ah ouais, cool aussi. Si vous étiez une odeur. Musc blanc. Lavande. Si vous étiez un sport. Yoga. Isme. Ou danse peut-être plus. Alors, Pierre-Luc, on t'a pas entendu. Attends, je laisse passer l'ambulance. Allez. C'est chez moi. Oui, je sais. Alpinisme. Si vous étiez un hashtag. Hashtag vie ma vie de ma boule entre l'art, la famille et les projets. Bon, celui-là, il est un peu long, mais ok. Hashtag vas-y fonce et on verra après. Si vous étiez une émotion. La joie. Alors ça, l'hésitation, le pauvre, enfin non, bon, je sais pas. Ouais. Voilà, bah tiens, justement, c'est exactement ça. Voilà. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je vous ai envoyé ce questionnaire mercredi. Hein. Oui, je sais. Les spectacles de la vie parisienne ont été reportés pour cause de confinement. Maintenant, tout le monde est au courant, puisqu'on aurait dû jouer d'ailleurs ce soir. En plus, oui. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui sont avec nous en direct ou qui nous retrouveront en replay pour les convaincre d'acheter leur place pour le printemps prochain? Que ce spectacle, il était déjà bien quand on s'est arrêté. On avait fini de le créer, il n'y avait plus qu'à le peaufiner. Et que là, moi déjà, je le trouvais déjà vraiment sympa. Donc maintenant, je sais qu'avec tout ça va mûrir. Nos artistes connaîtront encore plus leur rôle. Moi, j'aurai un regard avec un peu plus de recul et on aura pu faire les choses sans être dans la précipitation. Et donc, le travail n'en sera que encore plus peaufiné, abouti. Et en tout cas, on aura sacrément envie de le faire, ce spectacle. Alors, ça va être la grosse. Il y aura de l'énergie au plateau. On va tous revenir 2 fois plus, enfin pas 2 fois plus motivés, mais motivés d'autant plus qu'on n'a pas pu le faire cette année. Donc la qualité du spectacle s'en retrouvera meilleure, quoi. Voilà. Et toi, Pierre-Luc, donc c'est cet enthousiasme qui semble pour toi le plus important et donner des super spectacles. Bah du coup oui, parce que comme dit Claire, il va y avoir un recul, il va y avoir une année
le spectacle effectivement était monté. Maintenant, on va revenir avec ce recul, cette motivation, voilà, qui fait qu'on n'a pas pu le faire cette année parce que tout s'est arrêté partout. Eh ben, on va juste montrer, on n'a pas pu le faire parce que un cas de force majeure, ça, voilà, c'est évident. Et ben voilà ce qu'on vous montre l'année d'après. On l'a fait et ça donne ça. Donc il faut acheter encore plus de places. Il Exactement. faut encore plus de monde. Voilà. Parce que ça va être un truc de dingue. Exactement. Alors je regarde si on a des questions. On a une question de Gilles pour Claire. Gilles nous dit, j'imagine que la mise en scène dépend d'un état d'esprit à un moment. Est-ce que la mise en scène de la vie parisienne risque de connaître des changements parce que c'est encore dans un moment? Oui, très bonne question. Pour l'instant, non, je ne pense pas que la mise en scène va changer parce que en effet, ça doit dépendre de l'état d'esprit. J'imagine que l'état d'esprit dans lequel on est sur le moment de la création change. En l'occurrence, le moment où j'ai imaginé toute cette mise en scène, c'était déjà il y a 1 an, donc déjà en juin. Ensuite, nous, on l'a créé en mars. Et de juin à mars, je n'avais pas changé mon point de vue sur le parti pris, sur l'évolution des personnages. L'évolution des personnages a pu changer dans mon idée en fonction du jeu avec les artistes pendant les répétitions. Donc ça, le moment présent avec les artistes peut amener des modifications dans l'intention de jeu ou voilà, mais sinon l'état d'esprit ne va pas changer. Les déplacements, s'ils doivent changer, c'est si en effet soudainement vous êtes de très nombreux artistes du cœur à vouloir démarrer cette aventure avec nous l'année prochaine et qu'on doit faire des aménagements, alors on le fera avec joie, mais ça ne changera pas profondément mon parti pris. Parce que de toute façon, mon parti pris impacte la scénographie, les costumes, la direction d'acteurs, et qu'il n'est absolument pas question d'en changer parce que ce projet n'a pas encore vu entièrement le jour, mais déjà il m'inspire beaucoup, donc j'ai envie de pouvoir l'aboutir plutôt que d'en changer. Et d'ailleurs, on en profite pour dire que s'il y a des choristes qui veulent nous rejoindre, eh bien, ils peuvent nous contacter. C'est encore possible puisque, eh bien, pour une fois, on a une année de plus. Ne vous auto-censurez pas. Venez vous éclater parce que, effectivement, il n'y a pas énormément d'occasions de faire ce genre de spectacle dans notre département de cette manière-là. Moi, je vais répondre à la question d'Alexandra. Alexandra qui demande s'il y a des lycéens de terminale qui ne seront plus là l'année prochaine. Eh bien, comme oui, on avait un certain nombre de terminales, forcément, il y a des jeunes qui ne seront plus au lycée, en tout cas, sauf ceux qui, malheureusement, n'auraient pas eu leur bac. Après, on va essayer au maximum de garder le contact avec eux, au moins s'ils sont dans le coin pour leur permettre de voir le spectacle. Sinon, on filmera ce spectacle et puis on essaiera de leur faire parvenir aussi. Mais ça concerne, par exemple, eh bien, des jeunes qui devaient faire l'accueil des spectacles. Ça ne concerne pas ou très peu les maquilleurs, les coiffeurs. Ça concerne très peu aussi les costumiers, mais un petit peu. Voilà, c'est la particularité de ce spectacle qui a été reporté d'1 an. On fera du mieux qu'on peut, mais pour intégrer ces jeunes-là qui ne seront plus au lycée. Mais ça donne aussi une possibilité, pourquoi pas, une deuxième promotion, et bien de s'insérer dans l'affaire sans avoir tout à créer. Alors, avant ce moment qu'on passe ensemble, je vous ai demandé de choisir un objet fétiche pour vous et de bien vouloir nous le présenter. Alors, quel est-il donc? Qui commence? Eh bien, moi, je dirais que c'est le même, mais je l'ai laissé en bas. Zut, je suis montée pour être
discrète avec ma famille. Mais c'est mon agenda encore parce que c'est là où se mêle ma vie professionnelle, la vie familiale, les gestions avec notre petit loulou et tous les allers-retours à gérer de tout le monde. Et donc, c'est un peu la croisée des chemins. C'est mon agenda et c'est aussi, j'ai toujours le même type depuis 5 ou 10 ans et c'est aussi là où je griffonne très souvent des idées. Je l'ai toujours sur moi, donc ça m'arrive, voilà, si je vois quelque chose dans la rue qui m'inspire, je prends note dans le métro, au café. Donc c'est à la fois mon organisation et à la fois mon inspiration. Et au final, je trouve que c'est assez ça d'être metteur en scène. Ça, c'est à la fois être organisé et inspiré. Donc c'est mon objet. Donc, ton agenda. Et Pierre-Luc? Eh ben, je pense que certains vont se les rappeler parce qu'au mois de mars, je les avais. C'était peut-être pas les mêmes d'ailleurs parce que j'en ai plusieurs. Les mitaines. Tout simplement parce que selon les salles, ça peut être plus ou moins chauffé, donc voilà, du coup on peut avoir les mains plus ou moins froides, du coup crispées ou moites, ou voilà, donc du coup pour avoir la meilleure les meilleures possibilités qui soient au piano, je les ai dans le sac toute l'année, parce que même à part entre le 15 juillet et le 15 août, même dans les églises, parce que je suis organiste, où là, il m'est arrivé de jouer à l'orgue torse nu. Mais sinon, quand là, ça devient, ça dépasse les bornes des limites. Non, c'est pour faire venir sinon, les mitaines, c'est vraiment, je les ai toute l'année. En plus, les gens sont pas forcément au courant, mais on a travaillé dans une salle qui était un hangar qui ne servait plus et qui était assez peu isolé, dans lequel il y avait un chauffage assez bruyant, assez efficace, Oui. mais le budget du Lab Opéra étant ce qu'il est, eh bien, nous n'avions pas laissé le chauffage au maximum. Et ça fait partie des particularités du Lab Opéra. Les artistes doivent être bien couverts, malléables, adaptables, bien couverts, et doivent jouer peut-être un rôle d'oignon une fois de temps en temps, référence au nombre de couches que chacun doit porter pour ne pas attraper de pneumonies. Je te rassure, le Lab Opéra ne serait pas le premier théâtre où l'on attrape froid. Oui, c'est un grand classique des plateaux. Personnellement, il faisait pas froid à ce point-là. C'est vraiment juste les mains que voilà. Ouais. Alors, écoutez, merci Claire, merci Pierre-Luc d'avoir passé ce moment avec nous. On vous souhaite de pouvoir réellement vous déconfiner artistiquement dès que possible. Merci. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà des dates à communiquer aux abonnés pour avoir le plaisir de voir ton travail, Claire, ou d'entendre Pierre-Luc au piano? De voir mon travail en tant que metteur en scène, pas avant un petit moment, parce que j'ai dû décaler mon prochain projet avec ma compagnie Hopla, les créations lyriques. J'ai dû décaler le projet l'année prochaine, enfin la saison 21-22, mais ce n'est que partie remise. En attendant, j'ai mis en place aussi des ateliers pédagogiques pour faire vivre quand même ce projet, mais donc en tant que metteur en scène, ça ne sera pas avant 21-22 avec ma compagnie. Et sinon, cet été, je vais quand même avoir la chance de travailler sur un festival à Florence au mois d'août en tant qu'assistante de Jean-Romain Pisperini. Donc, je fais partie des derniers rescapés à travailler cet été et le festival a vraiment tenu le coup. Donc, si vous êtes à Florence le 26 août, vous pourrez venir voir une Cenerentola. Donc ils peuvent le faire, le festival à Florence. Voilà, ça va avoir lieu. D'accord, super. Et pour toi, c'est gratuit d'ailleurs, ça sera gratuit pour toute la ville. Donc, d'accord. Allez à Florence. Bon, si en plus ils payent l'hébergement, je viens. Alors pour toi, est-ce que tu as des dates de concert Écoute, moi, ça c'est en train un petit peu au fur et à mesure de se remettre en place. Comme
Au piano, pour l'instant, j'essaye un petit peu de relancer certaines choses. Je vais participer aux Journées du patrimoine comme organiste et donc 3e semaine de septembre et la Journée de l'orgue l'année prochaine, le 9 mai, donc pareil, à Privas, à l'orgue du Temple. Sinon, sinon, le reste, on est en train de tout remonter. Voilà. Il faut qu'on fasse toute preuve de patience. Ça repart tout doucement, quoi. Voilà. Je viens de me rappeler que on joue quand même mon premier spectacle, l'Élixir d'amour, mais ça sera en mai 2021, l'année prochaine, à Palaiseau, en Essonne. Voilà. Donc, juste après notre vie parisienne. Voilà, juste après. Eh bien, écoutez, quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, vendredi à 19h, toujours en direct, avec un nouveau duo de protagonistes de notre aventure La vie parisienne, après 2 chanteurs, puis 2 chanteuses, et aujourd'hui, notre metteuse en scène et notre chef de chant. Eh bien, nous reviendrons à l'univers du chant en accueillant Anaïs Merlin et Christophe Crapez. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour ceux de vos amis qui n'étaient pas là en direct. Merci pour votre soutien et n'oubliez pas, vous pouvez acheter vos billets pour les spectacles qui auront lieu à Colmar et Sausheim au printemps 2021. Vous trouverez le lien vers la billetterie sous la vidéo. Bonne soirée. Bonne soirée. Et bonne semaine. À bientôt. Tout le monde.